Cette séance, elle est intitulée Collaboration, engagement et micropolitique. Et on va écouter les expériences de personnes qui rentrent plutôt dans la catégorie d'activisme et recherche-action, dans certains cas. Et dans des approches différentes au paysage alimentaire, à la convivialité, à la cuisine et aussi à l'agriculture. Donc, nous parlerons de nos expériences alternatives. On parlera des ateliers de cuisine, du jardinage urbain. On parlera aussi des bergers urbains, des moutons en ville, et aussi des recherches qui sont pertinentes pour penser cette idée de paysage alimentaire comme le stockage, le stockage alimentaire à la maison, surtout en contexte de Covid. Donc, je vais d'abord présenter Julie Lequin qui va commencer l'intervention. Julie est chargée de mission à l'association Salutaire. C'est une scope. Ok, tu nous présenteras ça plus. Et donc, j'ai eu l'occasion de la connaître à Utrecht, aux Pays-Bas, au mois d'avril, lors d'un colloque. Et voilà, je trouve que le travail qu'ils font sont très, très pertinents. Et on va nous en parler plus de cela et les rapports que cela a avec la convivialité. Oui, donc Julie Lequin, donc je travaille à Salutaire, donc c'est une SCOP, donc une société coopérative. On est situé à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, donc c'est à 1 heure à l'est de Bordeaux. Voilà. Et très rapidement, Salutaire, c'est un bureau d'études en ingénierie du paysage et de l'alimentation. Et on accompagne notamment les collectivités à créer des projets de jardins partagés. Initialement, c'était surtout les jardins. Et maintenant, ça évolue autour d'un ensemble de projets qui mêlent paysage et alimentation. Donc ça peut être autour des ce qu'on appelle maintenant les PAT, donc les projets alimentaires territoriaux, mais aussi des fermes urbaines et tous les projets qu'il peut y avoir autour de ces questions-là. Et moi, spécifiquement à Salutaire, je suis responsable de la recherche et du développement, c'est-à-dire qu'à Salutaire, on essaye de faire de la recherche et développement en sciences humaines et sociales, puisque moi, j'ai du coup un bagage recherche aussi, puisque je suis docteur en économie. Voilà. Et du coup, oui, ce que disait Raoul, c'est qu'on s'est rencontrés lors d'un colloque autour de l'alimentation, et il y a d'autres personnes aussi qui étaient présentes, autour de l'alimentation et de la migration. Donc qu'on a eu aux Pays-Bas. Et effectivement, lors de mon intervention, je pense que voilà, j'avais commencé à évoquer des choses qu'on pouvait mettre en place autour des ateliers cuisine de rue. Et je pense que c'est notamment ça qui a interpellé autour de la question des paysages alimentaires conviviaux, qui était pour moi un terme que je connaissais pas du tout, mais que je trouve assez intéressant, puisque effectivement ça fait écho à beaucoup de choses que nous on réfléchit, mais qu'on n'a pas forcément intellectualisé sous ce nom-là. Donc spécifiquement sur les ateliers de cuisine de rue, donc concrètement en fait ce que nous on met en place à la SCOP Salutaire, mais on le fait aussi en partenariat avec une association qui s'appelle Les Rattleurs, qui est aussi située à Sainte-Foy-la-Grande. C'est qu'il y a eu l'idée de développer des ateliers cuisine comme objet de mise en discussion de sujets avec les habitants et de médiation sociale. Bon, ce que je vous dis là, en fait, a beaucoup évolué en cours de route. Au début, c'était vraiment des ateliers cuisine qui sont apparus parce qu'on s'est dit, tiens, on sait faire de la cuisine et on sait animer des discussions, donc on va faire ça sous forme de cuisine. Mais en fait, ça a évolué dans le temps. Et juste, du coup, l'idée de faire des ateliers de cuisine dans la rue, c'est dans l'espace public. Donc c'est une idée de... Même si c'est nuançable évidemment avec les questions de genre, on va dire que l'espace public est accessible à toutes et tous, même si voilà, tout le monde... Ça peut être nuancé encore, mais bon voilà. Et donc c'était l'idée déjà d'aller vers les gens, d'être dans l'espace public et d'être visible dans l'espace public, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers cuisine qui se font, mais qui sont
dans les murs, c'est-à-dire dans des centres socioculturels par exemple, ou dans des cuisines. Voilà. Donc c'était l'idée, d'être dans la rue, et ensuite de discuter avec les gens de leurs pratiques alimentaires en faisant la cuisine avec eux. Donc il y a toute une mise en scène un peu, et ce qu'on appelle autour de la captation du public, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de déjà installer l'atelier de cuisine dans la rue, donc c'est assez simple en termes d'équipement, hein, c'est quelques tables, on va avoir du gaz, une plancha par exemple selon ce qu'on cuisine, et en fait l'idée c'est de donner des couteaux aux gens, des économes, pour qu'ils épluchent, pour qu'ils coupent, avec qui en fait on va préparer le repas, ou on va dire, c'est pas forcément un repas entier, mais voilà, un plat. Et ensuite, en fait, on va déguster ensemble dans la rue ce repas. Et en fait, tout ça va permettre justement de pouvoir discuter avec les gens, parce qu'en fait, quand vous êtes en train de couper des légumes avec eux, c'est le moment de dire, est-ce que vous aussi, en fait, vous faites ça chez vous, ou est-ce que vous vous approvisionnez? Et justement, je rejoins ce qui a été dit aussi sur les discussions en fait, on discute de leurs pratiques quotidiennes, en fait, c'est ça. Où est-ce qu'ils font leurs courses, et on part pas dans des grandes discussions de est-ce que l'écologie ça a du sens pour vous, est-ce que vous considérez que vous faites des pratiques durables autour de l'alimentation. Voilà, on reste sur les questions du quotidien en fait. Et ça, en fait, on s'est rendu compte en cours de route que c'était un bon outil pour justement rentrer en contact avec les gens et en apprendre plus sur leurs pratiques, aussi leur représentation autour des questions alimentaires. Et justement, et ça, je pense que c'est aussi ce qui a fait écho par rapport aux paysages alimentaires conviviaux, c'était l'idée de se dire qu'en fait, quand on discutait avec les gens, on voyait qu'ils adoptaient tout un ensemble de pratiques alimentaires qui pourraient être qualifiées de durables, mais selon, on va dire, un certain référentiel, elles ne sont pas forcément reconnues. C'est-à-dire que ce que je dis notamment dans la vidéo, je fais référence à une revue de littérature qui a été faite sur les pratiques alimentaires durables, et notamment les personnes modestes, c'est comme ça que l'appelle la revue de littérature, que finalement, les pratiques alimentaires durables, c'était manger moins de viande, et 2, manger bio. Or, en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'autres façons d'avoir des pratiques alimentaires durables. C'était, on va dire, les 2 grands critères qui étaient étudiés et qui ressortent en fait dans les articles scientifiques. Et en fait, quand vous parlez avec les gens lors des ateliers cuisine de rue, c'est... justement, ça a été évoqué aussi, le fait qu'ils mettent en place beaucoup de stratégies pour moins gaspiller. Donc, en fait, ça, c'est une forme de pratique durable. C'est juste que, en fait, comme on estime que parfois c'est plus par nécessité que par choix, en fait, c'est pas durable, en fait. Hein, donc, ils n'ont pas le choix. Donc ça, c'est un des éléments qui est intéressant. Et en fait, ça met en avant aussi tout un panel de stratégies qui sont pensées, de pratiques informelles aussi, du don qu'ils peuvent avoir entre voisins. Il y a... typiquement, j'étais à un atelier cuisine samedi, et un monsieur qui m'explique qu'en fait, il cuisine, qu'il plante ses tomates et qu'il vend ses tomates à ses voisins, justement. Donc, en fait, tout ça, c'est des stratégies de solidarité informelle qui sont mises en place, qui ne sont pas forcément visibles par les politiques publiques, notamment, mais qui n'ont pas forcément toujours vocation à être reconnues. Mais voilà, ça, c'est assez intéressant. Mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire, et ça rejoint un peu la conclusion de Raoul à la fin de la première table ronde, qui était de dire faut faire un peu évoluer ce référentiel des pratiques alimentaires durables, qui est très, pour moi, rattaché à un profil sociologique plutôt de personnes aisées, de personnes souvent blanches, et en fait qui ne prend pas du tout en compte toutes les pratiques qui peuvent exister, et notamment, juste pour finir cette intervention-là, c'est que dans les ateliers de cuisine de rue, et ça c'est quelque chose, je pense, intéressant autour de la convivialité à réfléchir, c'est que
il y a un des éléments, c'est qu'on n'est pas là pour apprendre des recettes. On parlait des grands chefs cuisiniers qui sont un peu parfois, qui sont mis en avant dans des ateliers cuisine. Mais en fait, le problème de ça, c'est que après les gens, ils nous disent ils veulent absolument retenir la recette, mais après on sait qu'ils vont pas forcément la reproduire chez eux. Donc nous, on essaye déjà d'apprendre plutôt ce qu'on appelle des modes opératoires. C'est justement un légume, par exemple, les tubercules, ça peut se cuire comme ça. Les céréales, ça se cuit à peu près comme ça. Et en fait, c'est pour que ça soit plus accessible en fait pour les gens et plus reproductible. Et aussi, un autre élément intéressant dans les questions de convivialité, c'est que se sont beaucoup développées les approches autour de l'éducation à l'alimentation et notamment l'éducation nutritionnelle. Donc on va avoir des ateliers cuisine qui vont nous expliquer. Et je ne dis pas que c'est pas bien. Donc ça, c'est utile. Mais les catégories d'aliments, c'est comme ça. Il en faut il faut telle catégorie d'aliments à peu près à telle quantité. Voilà. Et en fait, j'avais lu un article que je trouve très parlant, c'est on oublie en fait de faire de l'éducation à l'alimentation qui se rapproche plus ce qu'ils avaient appelé des sociabilités alimentaires, c'est-à-dire il faut se rattacher au quotidien. Et nous, par exemple, quand on fait ces ateliers cuisine, on va utiliser des boîtes de conserve parce qu'on sait que les gens qu'on rencontre dans les ateliers cuisine de rue sont souvent des gens qui ont des boîtes de conserve de pois chiches, du haricot blanc. Et on leur explique que c'est pas grave, s'ils n'ont pas de pois chiches, ils peuvent utiliser l'haricot blanc. Donc en fait, c'est travailler autour du quotidien, de la pratique quotidienne, justement pour un peu décloisonner et éviter ces approches parfois c'est un peu catégorisante de la durabilité. Voilà. Merci Julie. On voit bien que cette approche, ce travail que vous développez est lié à une problématique de quête de visibilité pour des personnes qui sont invisibilisées, d'une visibilisation des pratiques qui ne sont pas prises en considération, mais aussi une façon de réclamer l'espace public. C'est une façon aussi de rendre visible des gens qui parfois ne le sont pas ou on ne veut pas voir. Maintenant, je vais laisser la parole à Julie Lou de Breuil, qui a une approche un peu différente de réclamer l'espace. C'est avec des moutons. Julie est bergère urbaine et fondatrice de l'association Cleanamen. Donc voilà, je lui laisse la parole pour qu'elle nous explique un peu son travail et comment elle envisage la connexion de son travail avec le concept de paysage alimentaire, non? Comment elle produit un paysage alimentaire et aussi cette notion de convivialité et diversité. Oui, fondamentalement, je me bats contre la gestion des espaces verts. Pour revenir à... Alors moi j'ai une petite analyse marxiste des espaces verts. C'est qu'à un moment donné, il y avait un mec qui voulait montrer à tout le monde qu'il maîtrisait la nature. Et donc il a mis 117 jardiniers sur un petit hectare et il a fait tailler les buis en spirale. Et à la Révolution, on a tous voulu imiter cet ego trip monumental. Sauf que ça a fonctionné jusqu'à ce qu'on puisse payer... tous ces gens, et aujourd'hui, on a des réductions de budget de gestion en permanence, et on ne peut plus offrir au public la maîtrise de la nature, telle que les espaces verts sur le modèle de Versailles veulent nous le montrer. Et on en revient à l'idée de mais qui entretient le paysage si il n'y a pas des jardiniers? Eh bien, il y a les paysans. Voilà. C'est en fait moi, je dis qu'on devrait faire un tour de la France qui est vraiment un pays exceptionnel par rapport à l'activité des paysans depuis des siècles et des siècles. Des grands projets, moi j'appelle ça les monuments paysans, ça va des marais salants aux Dombes, ça va des ortillonnages d'Amiens. Enfin, il y a tellement d'endroits où les gens se sont débrouillés avec enfin même les terrasses des montagnes. Finalement, on va les admirer au Vietnam, mais pourquoi on ne regarde pas celles qui sont dans les Causses du Tarn? Enfin, tout ça, c'est vraiment tout notre paysage et de cet entretien-là. Et évidemment, comme on a fait une sorte de marketing noir sur la classe paysanne, les ploucs, eh bien, on ne peut pas regarder tout ce travail qui a été fait et qui était de la résilience même
Voilà, les mecs en plein cos du Tarn, c'est sec comme c'est pas permis, il y a des cailloux, quoi. Bon, bah, ils arrivaient à sortir des choses, ils connaissaient parfaitement où sortaient les cours d'eau, le moindre... Voilà, c'est... L'homme est fondamentalement fait pour... pour moi, le monument de l'humanité, c'est l'oasis. Voilà. Là, on a mis tout notre savoir-faire, toute notre technologie, toute notre politique, parce qu'en général, une oasis, c'est toujours de la gouvernance. C'est pour ça que ça perdure dans le temps, c'est parce qu'il y a une gouvernance très respectée, et partagée d'ailleurs, avec le maître des eaux. Enfin, il y a tout un truc. Je m'intéresse de plus en plus aux oasis, en fait. Et pour moi, voilà, c'est la conquête de Mars, ce n'est autre qu'une oasis qui se déplace, quoi. Enfin, je veux dire, Donc voilà, tout réfléchir à tout ça. Et moi, depuis que je découvre ce monde du faire de l'alimentation, eh ben, je commence à être persuadée par des tas de choses qui sont peut-être pas entendables aujourd'hui. Mais par exemple, pour moi, le monde se divise en 2 catégories. Il y a les productifs et les non productifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont se dire, tiens, je vais passer 50% de ma vie à créer mon alimentation. Et je l'accepte parce que c'est ma condition humaine que de faire ça. Et par l'alimentation, bah, du coup, il va entretenir la planète. Et s'il veut confier cette alimentation, cette capacité d'alimentation à ses enfants, bah, comme disaient dans les trucs de la Pachamama, là, une règle qui dit quand tu fais quelque chose sur ton terrain, tu penses à 7 générations après. Est-ce que ça va être bénéfique aux 7 générations après? Voilà, si on était tous en train de penser comme ça, je pense que voilà, on serait très très bien. Et donc, premièrement, voilà. Donc, à quel moment les gens sont prêts à se dire, eh ben non, je n'irai pas au supermarché. Oui, je passerai plus de temps à faire la cuisine. Je vais cuisiner des choses fraîches. Je vais stocker raisonnablement les choses et de manière safe, parce qu'un congélateur, c'est absolument pas safe. Mon chat a débranché mon congélateur et j'ai perdu 20 kilos de viande. C'est bon, c'est pas grave, hein, j'ai des moutons, je vais faire une reproduction avec le bélier, je vais le remplir mon congélateur. Mais je me suis rendu compte que peut-être la salaison, c'était quand même plus intéressant. Et fonctionner sans frigo, fonctionner sans énergie, être dans le paysage, laisser des endroits ouverts pour les moutons, ne pas s'approprier les choses, toujours faire les choses dans le bénéfique, dans un rapport positif. Mon action est positive pour la planète. Enfin, voilà, c'est des tas de choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est à quel moment notre société va se rendre compte que chaque fois qu'elle refuse de produire de l'alimentation, eh ben, elle est dans l'exploitation de quelque chose, de quelqu'un, de la planète, de ressources, de tout ce qu'on veut. Et il y a, pour moi, c'est vraiment, elle est là la question. La question, c'est à quel moment on est prêt à prendre en main notre alimentation. Je veux dire, quand on sort du ventre de sa mère, on pense d'abord à aller boire le sein. On pense certainement pas à faire des études pour faire des PowerPoint. Donc à un moment donné, voilà. Et souvent quand je dis ça, la réponse la plus... J'aime beaucoup provoquer les gens avec ce truc-là. Et la réponse que j'ai, c'est « Oui, mais il y en a qui sont plus doués que d'autres. » La douance. Donc voilà, il y a des gens qui sont exploités. Parce que franchement, prétendre produire de l'alimentation au-delà de ses besoins personnels ou de ses proches, voilà, c'est de l'exploitation. C'est pas du tout agréable, hein. Oui, là, on peut voir le paysan sous son dur labeur, etc., bien sûr. Mais en fait, si tout le monde s'y mettait, ben, je crois qu'en fait, avec le partage des tâches, je pense qu'on aurait besoin que de passer 10% de notre temps là-dessus. Et je crois que c'est les économistes chinois qui l'ont dit. Et que du coup, après, on va refaire des PowerPoint, ma foi, on a le temps, hein, on a 90% du reste du temps. Et bon, la planète est sauvée, les moutons sont bien gardés, et tout va bien, quoi. Enfin, je veux dire, mais il va falloir y aller. Et il n'y a personne qui est plus doué que d'autres pour le faire. Tout le monde est responsable de ce qu'il ingère. Et manger, c'est vraiment prendre le monde autour de soi, le mettre à l'intérieur et en faire sien. C'est une sorte de communion. Et quand on est paysan, on le sent, mais d'une puissance 10, quoi. Donc quand je mange mes moutons, je mange la ville, je revois les parcours qu'on a fait, j'ai une sensibilité comme ça qui est vraiment un respect pour chaque plante que je trouve, et je m'en fous complètement qu'elle soit polluée, qu'elle soit... je me pose pas les questions, est-ce qu'elle me nourrit? Est-ce que l'histoire qu'elle me raconte et qu'on a vécue ensemble me nourrit?
Je sais pas, par exemple, je peux tomber sur un pissenlit. Et il est beau ce pissenlit. D'abord, je l'admire, et après, je le cueille et je le mange. Et je me fiche de savoir ce qui se passe, voilà, d'où il vient, est-ce qu'il y a un chien qui lui a pissé dessus. Enfin, c'est plus des questions que je me pose, quoi. C'est vraiment l'important, c'est d'être en lien très fort avec l'endroit où on vit, quoi. Et c'est comme ça que moi, qui étais plutôt chauvine et très, on va dire, régionaliste, gasconne, puisque je viens du sud-ouest, et là, j'ai fait le tour de Paris avec les moutons. Et en fait, dans la vallée de la Marne, je m'en souviens particulièrement, j'ai regardé la rivière avec un espèce de cortège d'arbres comme ça. Et je me suis dit, putain, c'est beau ici quand même. Et j'ai senti un attachement. Et maintenant, je le prends plus du tout mal quand on me dit, quand je suis en lien avec des bergers des Alpes ou des gens de ma région, etc. À chaque fois, ils me disaient la parisienne. À chaque fois, j'étais vexée, quoi. Et maintenant, je l'affirme complètement et je suis très fière de développer de l'agriculture même d'avoir la chance de planter dans une des terres les plus riches de France, les plus nourricières. Paris ne serait jamais Paris s'il n'y avait pas eu ces terres incroyables. Et on est en train de tout bétonner sous prétexte que c'est trop cher de les entretenir avec des espaces verts. Et qu'un coup de Karcher, c'est quand même plus facile que de la tondeuse 30 fois par an, quoi. Mais arrêtez la tondeuse, quoi. C'est juste, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc ça, c'est le premier, le truc, c'est être productif et être soi-même acteur de sa propre nourriture. Déjà, ça libérera pas mal de monde. Et ensuite, la deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est que obtenir 1 kilo de viande, c'est beaucoup plus facile qu'obtenir 1 kilo de légumes. Bon, le céréal, c'est très très facile quand même si j'y suis pas encore arrivée, mais je soupçonne que c'est facile, si j'avais les bons réflexes. Mais voilà, je suis en apprentissage sur les céréales et je veux autant vous dire, j'ai très très peu de ressources sur comment on fait du céréal à la main. J'ai plein de ressources sur les céréales avec la machine, avec des engrais, mais les céréales à la main, j'ai très très peu de ressources de comment on fait. Je me base sur des tableaux des naturalistes début du siècle, non, du 18e. Non, c'est quoi ? Les naturalistes, c'est quand ? Voilà, 19e. Et je me sers des tableaux pour me dire, ah oui, c'est comme ça qu'on fait avec la serpette. Ah, c'est pas avec la faux. Ah, c'est comment on crible le grain. Enfin, les trucs comme ça. Sinon, j'ai pas de référence. Il y a personne pour m'expliquer. Et puis oui, se promener avec des moutons qu'on ne soigne pas avec des antibiotiques, donc ça coûte moins cher, dont on passe des journées entières à les garder pour qu'ils puissent accéder à toute la biodiversité dont ils ont besoin pour se soigner, pour être en forme. Du coup, pour nous, d'être feignants, hein, parce que comme ça fait moins de soins. Tout le monde est content, mais c'est très chronophage de garder les animaux toute la journée. Mais, mine de rien, c'est un plaisir aussi. Faut pas se le cacher quand même. Et je préfère ce plaisir-là, ça me semble moins compliqué que le maraîcher qui doit, lui, faire tourner du coup une dizaine ou une vingtaine d'espèces. Donc chaque légume est différent, a des besoins différents. Il faut les faire tourner, il faut de la serre, du plastique, il faut arroser, il faut compenser, il faut lutter, parce que comme les plantes sont immobiles, il faut toujours les compenser, les limaces, les champignons, En fait, il y a 50 fois plus de risques de produire 1 kilo de tomates que de produire 1 kilo de viande, finalement. Moi, s'ils grêlent, mes brebis se mettent sous les arbres. Hein. C'est pas très compliqué. Voilà, elles sont très, très autonomes par rapport à un pied de tomate, quoi. Donc, finalement, obtenir 1 kilo de viande n'est pas du tout compliqué et pas du tout mauvais pour la planète. Parce que mes brebis, en même temps, entretiennent un parc de 420 hectares. Enfin, voilà, je participe aussi au bien-être de la société. Les gens, ils peuvent venir pique-niquer sur les pelouses le week-end. Enfin, voilà, ça pose aucun souci. Alors que la tomate, quand même, elle me pose un sacré problème. Et finalement, le truc le plus ultime... là, on est en train de travailler pour construire une nouvelle ferme plus grande, plus adaptée à nos convictions politico-agronomiques, tout ça, machin. Et en fait, moi, je me rends compte qu'on va sûrement, c'est une hypothèse que je mène, c'est qu'on va passer par une période de surstockage. Tellement on sera content de pouvoir stocker, de pouvoir transformer, de faire des salaisons, des conserves, des séchages. On va remplir nos greniers, quoi.
Et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de nos connaissances en paysannerie, on va de moins en moins stocker, parce qu'en fait, on sera tout à fait capable juste de cueillir ce qui vient. Et la meilleure plante, c'est quand même cette espèce de plante sauvage. On a très peu intervenu dessus. Elle est là, elle est gratuite, elle est donnée, et on la ramasse, pas excessivement, pas de manière... On l'arrache pas les racines, par exemple, c'est complètement débile. Mais voilà, et elle va nous nourrir un peu de viande, un peu de fromage, un peu de plantes cueillettes sauvages. Et je pense que ça pourrait amplement nous suffire. Mais je sais qu'il y a une espèce de phase, et ça m'est arrivé au tout début, il y a une dizaine d'années, quand on a commencé, on gardait toute la viande. On tuait, on mangeait pas forcément tout de suite. En même temps, on se la gardait pour plus tard, hein, pour vraiment la bonne occasion, etc. Parce qu'on en avait très peu. On manquait, donc on accumulait. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, mais non, parce que la saison prochaine, on en aura d'autres. Et qu'en fait, la viande au congélateur, bah, c'est pas bon. Alors finalement, bah, on la mange pas. Donc voilà. Et donc finalement, on l'a donnée. Et maintenant, on donne la viande. Voilà. Parce qu'en plus, ça c'est un autre truc. C'est qu'en fait, ce n'est pas en payant la nourriture plus chère qu'on libérera l'agriculture de tous ces carcans productivistes. Et en fait, pour vous donner un exemple, nous, on passe 4000 heures à garder le troupeau. Si on répercute ça sur possiblement la viande qu'on vendrait, on serait presque à 300 € le kilo. Donc quand il y a un espèce de plafond de verre à 15 € le kilo pour ma viande, c'est ce que sont prêts à payer les gens, ben en fait c'est comme si je la donnais. Enfin, pour moi, ça n'a aucune valeur. Ça ne représente même pas mon travail au SMIC. Donc ça veut dire quoi? Et j'arrive à peine à couvrir les frais, abattage, camion frigorifique obligatoire à l'abattoir, le temps que j'ai passé, la commercialisation qui est un moment extrêmement chiant et pénible, d'aller chercher des clients pour leur vendre. Et les gens, ils sont là, ah, c'est du mouton, mais alors, je me posais des questions, mais viens garder les moutons, tu te poseras moins de questions. Enfin, et tu sens que les gens, ils le font pas, l'effort, mais ils veulent toujours savoir plus, et ils te veulent toujours des prix plus bas. Et à un moment donné, voilà, t'as pas envie, en fait, de vendre cette viande à ces gens-là, même s'ils sont gentils, de bonne foi, bienveillants. Non, en fait, ils te gonflent. Et la vérité, c'est que tu préférerais qu'ils viennent à la ferme, voilà, une journée où tu as préparé un méchoui, et on partage ça gratos. Voilà. Parce que finalement, quand moi j'ai envie de partager, quand je suis dans un mood où j'ai envie de partager, et que c'est le moment, là, voilà, je sais pas, alors nous on s'est mis à faire des fêtes un peu au solstice, on s'est dit que c'était là qu'on avait envie de partager des choses. Et bien effectivement, là, moi j'ai l'impression d'être payée quand il y a par la présence d'étrangers qui viennent partager une viande que j'ai élevée avec amour, mais il n'y a pas d'argent. Voilà, parce que 15 € ça veut rien dire. Donc, même 300 finalement, parce que pourquoi je serais payée au SMIC quand tu vois le nombre de savoir-faire que tu dois avoir pour amener un troupeau dans la nature, préserver ce coin-là, ne pas manger les arbres là, mais leur faire manger ceci et cela, et être en concertation avec les moutons en permanence. C'est ça, être berger. Bon, moi je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un bac plus 6, quoi. Enfin, donc est-ce qu'un SMIC, ça me convient? Non, je pense pas. Enfin, tu vois, si je vais mettre une valeur sur mon savoir-faire, pourquoi un berger, ça serait payé au SMIC? Enfin non, ils sont pas tout à fait payés au SMIC. Il y en a qui ont des bons prix, mais enfin, surtout parce qu'ils sont seuls, qui s'occupent de 2000 brebis et qu'ils ont un taf de malade. Mais c'est la pénibilité de leur travail qui est payée et pas leur savoir-faire, quoi. Ça, c'est quand même vraiment dommage. Voilà mes réflexions. Merci, Julie Liu. On a fait avec toi le tour du circuit alimentaire de la bergerie, la bergerie urbaine. Maintenant, on va passer sur un autre type de circuit aussi, parce que c'est quelque chose que Dorian aborde en général dans son travail de chargé de mission à Teralim, un cabinet de recherche, et aussi aux doctorantes. Donc, voilà, je te laisse la parole, te présenter le travail. Oui, bonjour à tous. Moi, comme tu l'as dit, Raoul, je fais partie d'un bureau d'études qui s'appelle Teralim, on fait des PowerPoint beaucoup, et qui, comme Salutaire, est une SCOP.
Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner des collectivités territoriales dans l'élaboration de leur stratégie alimentaire de territoire. Et donc, c'est Gilles Maréchal, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui a créé ce bureau d'études en 2015. Et c'est lui que vous pouvez voir sur la vidéo, qui avait mené toute une réflexion sur le lien entre paysage alimentaire et circuit court. Moi, ce que je vais vous présenter, ça se détache un petit peu de ce discours-là, puisque j'ai un parcours déjà différent, je mène d'autres recherches. Donc, pour me présenter peut-être rapidement, en fait, moi, je suis ingénieure en génie des systèmes urbains à la base. Et donc, j'ai travaillé pendant une période dans les transports et déplacements. On en parlait tout à l'heure à table. En fait, je suis arrivée dans le monde du travail à une période où l'alimentation n'était pas forcément présente dans les questions de planification urbaine. Donc, j'ai un petit peu lutté pour essayer de trouver ma place sur ces questions-là, parce que c'est des questions qui m'animent depuis longtemps, de travailler sur l'alimentation. Et donc, ça a commencé pour faire une passerelle entre... j'ai commencé à faire une passerelle entre, on va dire, alimentation et transport et déplacement en traitant de la question des flux alimentaires. Comment est-ce que les villes s'approvisionnent de manière générale. Et voilà. Et donc, dans le cadre d'émissions que je mène à Terralim maintenant depuis quelques années, j'ai voulu me lancer dans de la recherche, parce que c'est des choses qui m'animent. La recherche-action, c'est quelque chose qu'on a en commun avec Salutaire, mais c'est qu'on essaye de nourrir notre pensée, notre accompagnement des collectivités par des questions un peu... Enfin, on essaye de faire toujours un pas de côté, d'essayer de prendre du recul. Donc, d'où l'idée de commencer cette thèse donc juste après la période de Covid qui nous a tous un peu marqués. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc moi, j'ai choisi de traiter de la question du stockage alimentaire domestique. Donc en fait, pendant la période du Covid, on a tous vu des comportements alimentaires qui nous ont surpris, un peu interpellés. Des gens se sont mis à stocker des choses auxquelles on n'aurait pas eu idée. Par exemple, le papier toilette, moi, j'aurais jamais parié là-dessus. Je vois pas quelle politique publique aurait pu envisager ce genre de questions. Donc moi, ça m'a interpellée dans ce sens-là. Et en fait, cette crise, elle était particulièrement marquante dans le sens où notre univers s'est restreint. À un moment donné, on s'est retrouvé avec des capacités de déplacement de 1 km. Et donc, la question des paysages alimentaires était plus qu'importante à ce moment-là, puisque on devait se nourrir avec ce qu'on trouvait au plus près de chez nous. Et a priori, c'était pas égal pour tout le monde. Ça a fait apparaître la question des déserts alimentaires, l'accessibilité, donc à la fois physique et économique, pour des publics qui étaient en plus en phase de plus grande précarité. Et donc voilà, je me suis demandé comment est-ce que... en plus, on a vu qu'en parallèle, il y a des comportements nouveaux qui se sont renforcés autour de la question du stockage alimentaire. Donc, on a vu que ça déstabilisait les réseaux d'approvisionnement à cette période-là. Donc voilà, j'ai essayé de voir comment est-ce que le fait que des gens s'approvisionnent au plus près et que ça a un impact sur des chaînes alimentaires à l'échelle internationale, quel était le lien qu'on pouvait voir, quel lien on pouvait trouver. Donc j'ai voulu me poser la question de l'impact de la configuration, de la morphologie des paysages alimentaires sur la question du stockage domestique. Et en fait, là, c'était la caractéristique de cette crise, la caractéristique première de cette crise, c'était ça, c'est qu'on s'est retrouvé sur soi-même. Mais là, on est face à une nouvelle crise qui est d'un un ordre complètement pas nouveau, puisqu'on en a déjà vécu du même type, mais qui est foncièrement différent. Donc avec les effets de la guerre en Ukraine, on voit que là, les craintes sont plus qu'on ne puisse plus s'approvisionner là au plus près de chez nous, mais on a même peur que dès l'amont, en fait, il n'y ait plus certaines denrées, certains produits. Et ça pose la question de l'accès à l'alimentation d'une manière encore plus large. Et la crise climatique conforte ces questionnements-là. Est-ce qu'on va avoir vraiment une accessibilité physique à notre alimentation? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Et est-ce que ça conforte cette question Est-ce qu'il y a un impact sur la question du stockage alimentaire domestique? Donc voilà, donc là, moi je suis au tout début de mes travaux de thèse qui ont commencé en février. Donc j'en suis à une phase, on va dire, d'enquête préalable, mais
ce que je perçois pour le moment, y a deux grandes choses. C'est que la question du stockage domestique, elle touche tout le monde. Tout le monde a quelque chose à en dire. Pour donner quelques exemples, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui vivent par exemple en camion et qui se posent la question de savoir comment allier une vie un peu nomade avec cette question du stockage qui fait partie de certaines peurs. Des gens qui disent qu'ils n'ont absolument pas d'espace chez eux pour stocker, ou pas les moyens, qui vivent au jour le jour en fait. Ils ont des réserves qui permettent de vivre pour une seule journée. Je vois aussi qu'il y a des approches qui sont de l'ordre de la famille, de la culture, des gens qui stockent, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui vit en Normandie, mais dont la famille est ardéchoise. Donc le stock, c'est tout ce qu'il avait ramené de sa famille, du vin, des bons produits, mis en conserve, et qui, à l'inverse, va envoyer du cidre, qui va faire du troc. Comme ça, donc le stockage fait le lien. C'est un objet qui fait le lien avec le lien avec la famille. J'avais noté aussi, des Italiens qui pendant le Covid se faisaient envoyer des kilos de conserve de tomates, par exemple, et qui stockaient ça après chez eux. J'ai vu aussi des gens qui avaient une approche très logisticienne en fait de la manière de stocker, qui vont acheter le même produit en grande quantité et puis vont créer peut-être presque un mini commerce chez eux. Chaque personne qui utilisera une boîte de sauce tomate devra mettre une petite pièce pour acheter ce produit. Voilà. Donc ça, c'était un des premiers constats que j'ai fait, c'est que tout le monde a une expérience intime avec cette question du stockage. Et la deuxième, c'est que j'ai trouvé que c'était un bon prétexte pour parler d'autres problèmes. Donc là, je parlais du fait que certaines personnes n'ont pas les capacités financières de faire du stockage. Donc pour moi, ça va être un sujet qui va être peut-être au cœur de mon sujet, mais la question de la précarité alimentaire et de la constitution des espaces, même presque en architecture, en fait, qui a le choix de stocker ou non. Donc je pense qu'il y a des différences entre milieu rural et milieu urbain qui sont presque évidentes, des gens qui habitent en maison, qui habitent en appartement, etc. Et puis une autre question que j'espère réussir à creuser, c'est le lien au collectif. Donc là, le thème d'aujourd'hui, c'est la convivialité, aussi les paysages alimentaires conviviaux, mais le stockage, je pense que c'est quelque chose qui a l'air d'être très intime, qui est quelque chose qu'on ramène chez soi, et qu'on stocke, qu'on garde près de soi, soit pour des raisons d'attachement affectif, comme je le disais, avec la famille, soit pour des raisons de crainte, en fait, de peur de la menace extérieure qu'on ramène avec soi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, je pense. Et oui, et ce que je voulais dire, c'est que donc c'est quelque chose d'intime et d'individuel, mais qui pourrait peut-être aussi devenir de l'ordre du collectif. C'est le cas dans d'autres cultures, et puis ça a été le cas dans notre histoire aussi, d'avoir des lieux dédiés dans les villes pour stocker le grain. Historiquement, en temps de guerre, il y avait de toute façon de quoi stocker de manière collective. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à raconter sur l'histoire actuellement, mais j'aimerais creuser cette question-là dans mes travaux futurs. Et du coup, par rapport au sujet que toi, tu avais posé comme question, Raoul, c'était beaucoup la question de savoir si les citoyens, si j'avais bien compris l'intitulé, mais savoir si les citoyens avaient... quel rôle ils ont à jouer au-delà des politiques publiques et des lobbies en fait qui gèrent cette question des paysages alimentaires. Pour moi, en fait, à travers le stockage, on voit qu'ils sont totalement partie prenante quoi qu'il arrive, puisque on a bien vu pendant la crise du Covid que les citoyens, par ces pratiques-là de stockage, pouvaient déstabiliser un système d'approvisionnement alimentaire agro-industriel qu'on pourrait qualifier de défaillant. En tout cas, je m'autorise à le dire. Et que du coup, en fait, peut-être que la question que je voudrais poser et sur laquelle on pourra réagir, c'est est-ce que les périodes de crise ne vont pas de toute façon in fine, impliquer le citoyen, et que ce système-là, les pouvoirs publics, les lobbies, vont de toute façon être déstabilisés par les pratiques citoyennes auxquelles on n'est pas forcément préparé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas moi personnellement, j'aurais jamais prédit qui allait stocker quoi pendant cette crise, quels allaient être les comportements des gens.
Donc voilà, c'est quel impact des futures crises sur ces paysages alimentaires, c'est une question ouverte. Et c'est intéressant de voir la crise comme une opportunité, hein, pour repenser, pour remettre en question les choses, même si c'est parfois douloureux d'arriver en crise. Merci. Je vais présenter maintenant Élise Meulenaar. Bonjour. Merci pour être venue. Elle est anthropologue et chercheuse au CNRS. Elle a beaucoup travaillé sur les semences et les banques de semences et graines, non, avec des paysans, des collectifs paysans. Elle a aussi travaillé avec des producteurs de fromage. Aussi, donc tu as aussi une approche de vivant qui a à voir avec les microbes, avec les bactéries. Donc, Élise, elle a un rôle intéressant pour cette table, qui est de réagir. Non, tu peux aussi, bien sûr, présenter tes travaux, ton approche, mais aussi réagir aux interventions. J'ai eu le temps de noter quelques éléments pour approfondir la présentation, bien si sûr, tu le souhaites. Bien sûr. Merci à tous. Je suis désolée de ne vous rejoindre que maintenant. Voilà. J'avais des contraintes ce matin. On s'est rencontrés avec Raoul en amont de cet événement et tu m'avais dit que ce qui avait retenu, ce qui avait motivé mon invitation, c'était le fait que j'étais coordinatrice d'un ouvrage qui s'appelle L'humanité environnementale. Et donc on s'est intéressé collectivement à l'histoire de la façon dont les sciences sociales se sont saisies des questions environnementales. Et moi, j'ai rédigé l'article sur l'anthropologie environnementale. Donc, c'est plutôt un article sur l'histoire de l'anthropologie et la façon dont elle thématise la question environnementale. Et donc, dans ces deux champs de recherche que sont l'anthropologie environnementale et les humanités environnementales, en fait, il y a une attention croissante aux interactions entre humains et non humains. Il y a un champ de recherche qui se développe qui s'appelle les ethnographies multi-espèces. On va regarder la façon dont essayer d'outiller de façon plus ample le regard de l'anthropologue pour qu'il prenne en compte dans ses ethnographies les relations avec d'autres vivants que les hommes. Et il y a aussi dans ce champ de recherche, une volonté de rendre plus effectif la recherche, donc soit par des recherches-actions ou des recherches-interventions. Donc ça, c'est une thématique assez... c'est une façon de faire de la recherche qui est déjà ancienne. Ou sinon, ça peut être via des montages art-sciences. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui intéresse Raoul. Voilà, donc ça, c'est un peu le volet histoire et épistémologie de mon travail. Et sinon, effectivement, j'ai travaillé depuis 2005, donc ça commence à faire, sur les mouvements de réappropriation paysanne des semences. Donc ça, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Mais très concrètement, j'ai fait l'ethnographie d'un réseau qui a été créé en 2003, qui s'appelle le réseau Semences Paysannes. Alors maintenant, tout le monde sait ce que c'est, hein, mais c'est assez intéressant de revenir en arrière et de se rendre compte que il y a quasiment 15 ans, en fait, maintenant presque 20 ans, l'expression même semences paysannes n'existait pas. Et donc c'est vraiment le fruit d'un travail politique mené par une coalition d'acteurs issus des mouvements agricoles, et notamment la Confédération paysanne. Donc travail politique pour dire... Les semences, c'est aussi une affaire d'agriculteurs. La façon dont la sélection moderne a œuvré durant le XXe siècle ne nous convient pas. Les semences qu'on nous propose dans le commerce ne nous conviennent pas. La semence, c'est l'affaire de tous. Nous devons tous pouvoir être capables d'en faire. Et donc voilà, ça a donné lieu en fait à ce réseau et à la cause des semences paysannes qui maintenant est relativement bien connue des gens qui s'intéressent à l'agriculture et à l'alimentation. Et alors moi, ce qui m'a intéressé dans les semences paysannes, c'est pas tant sous l'angle de l'agronomie ou de la génétique, c'est pas tant le fait que ce soit des semences et des variétés adaptées, réadaptées à des terroirs, c'est pas tant le fait que ce soit des variétés qui soient hétérogènes du point de vue génétique, mais moi ce qui m'intéresse en fait, c'est les semences paysannes et leur monde, c'est le monde qu'elles déploient en fait. Alors tout à l'heure, Julie disait de façon très jolie que quand elle mange un de ses moutons, elle mange la ville. Et moi, j'ai plein de témoignages d'agriculteurs qui disent nous, on a mis en place des réseaux de circulation des variétés anciennes et que quand j'ai filé un échantillon à un collègue et que l'échantillon revient chez moi, la semence, elle raconte des histoires.
Et en fait, c'est ce qui m'a intéressé là-dedans, donc d'un regard anthropologique, en fait, c'est cette espèce de réseau de tissu sans couture, en fait, entre les hommes et les plantes, que dessinent les semences paysannes. Ouais, vraiment réseau de sociabilité. Alors maintenant, j'ai un nouveau terrain depuis 2016. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde du fromage au lait cru, particulièrement en France. La raison pour laquelle j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était à l'invitation d'une de mes collègues qui était spécialiste en anthropologie des produits de terroir, donc Laurence Bérard. Elle partait à la retraite et donc elle voulait passer le relais. Et elle m'a un peu parlé des collaborations qu'elle avait déjà menées avec des microbiologistes travaillant sur les fromages, et donc des projets de recherche interdisciplinaire et recherche participative. Et j'ai trouvé en fait dans ce terrain sur les fromages au lait cru, donc elle travaillait sur avec des scientifiques en microbiologie qui étaient très proches des appellations d'origine protégée fromagères. Et j'ai trouvé des thématiques récurrentes, des points communs, des parallèles très forts avec les semences paysannes, au sens où j'arrivais elle me faisait découvrir un monde fait d'une coalition entre des producteurs de fromage et des scientifiques qui essayaient de promouvoir un autre regard au vivant, un autre rapport au vivant. Alors ces scientifiques, en l'occurrence, c'est pas n'importe lesquels, hein, c'est des gens qui viennent de l'écologie microbienne. Et en fait, ce qu'ils ont essayé de faire à partir des années 2000, c'est d'aller à l'encontre d'une politique tout sanitaire, où l'idée était de lutter contre les pathogènes à tout prix. On était dans un moment où en fait la politique sanitaire était allée à un tel point que les AOP s'inquiétaient du fait qu'on perdait en typicité des fromages. Et donc ils ont essayé de montrer et de promouvoir en fait des pratiques et des savoirs qui montraient qu'on pouvait garder une sécurité sanitaire tout en préservant la typicité des fromages. Et donc, ils promeuvent un discours dans lequel on ne va pas chercher à éradiquer à tout prix les pathogènes. Ils disent que ce n'est pas la principale entrée, mais l'enjeu, c'est de travailler des équilibres microbiens. Alors, j'ai continué les terrains là-dessus et à explorer tout ce qu'avait mis en œuvre ce groupe de recherche et ce groupe de travail interdisciplinaire et puis mobilisant à la fois des scientifiques, des techniciens et des producteurs. Et récemment, en fait, j'ai participé à une rencontre qui a lieu tous les 2 ans, qui s'appelle FLUMI, donc pour flux microbien, dans laquelle, en fait, ils essayent de promouvoir cette culture et cette attention au flux microbien. Je prends le terme attention au sens fort du terme, hein, c'est faire attention, porter son regard et prendre soin finalement de ces flux microbiens. Et ce qui m'intéresse aussi alors ce sont des journées qui sont à destination de techniciens d'élevage, donc des gens qui vont conseiller des éleveurs qui vont eux produire du lait. Et c'est que ces journées, en fait, en prêtant attention aux flux microbiens de la prairie à l'étable, à l'atelier de production jusqu'au lait, jusqu'au fromage, eh bien, c'est aussi une façon c'est une démarche qui met en lien différents métiers qui étaient déconnectés sinon, notamment l'éleveur et le fromager. Et donc, alors, peut-être en marge en fait de ce travail-là, ce qui m'interpelle dans la période contemporaine, c'est un engouement qui me paraît vraiment croissant. J'ai pas exploré plus avant, en tout cas pas avec des outils systématiques, mais c'est vraiment quelque chose que je vois à travers ma consultation d'une littérature grand public. C'est l'engouement pour les fermentations maison. Et ce que je vois là-dedans, en fait, c'est... alors, je retrouve des thématiques des semences paysannes, c'est-à-dire qu'il y a une dimension un peu politique qui consiste à remettre en question l'alimentation processée, je ne sais plus comment dire en français, ultra transformée. Et donc l'idée, il y a aussi, donc c'est lié aussi à une sorte d'idéal du do-it-yourself et finalement la dimension politique de l'agir.
il y a aussi un argument croissant qui est celui de l'argument, un argument santé en fait, l'idée une attention qui était jusqu'à présent assez faible au microbiote. Et je pense aussi que dans la consommation, enfin la fabrication à la maison et la consommation de produits fermentés, il y a aussi une sorte d'ambition ou d'idéal de reconnexion avec un milieu. Et donc dans le fait de, enfin voilà, c'est bien connu des gens de l'anthropologie de l'alimentation qui est nous sommes ce que nous mangeons et que voilà que nos choix alimentaires nous définissent et puis définissent nos identités. Mais là, il y a vraiment l'idée que à travers l'ingestion d'un aliment fermenté, finalement, on mange notre milieu et on se reconnecte avec un environnement. Voilà. Voilà, c'est pas absolument explicite dans ce que je dis, mais en tout cas, l'intitulé paysages alimentaires conviviaux me parle beaucoup. Ne serait-ce que parce que les études de cas que j'ai développées dans mon travail, finalement, montrent des producteurs et des amateurs de bons produits qui prêtent une attention à l'écologie de la production, à l'écologie de la production du produit alimentaire. Et donc le remettre dans son contexte. Et juste pour la petite histoire, excusez-moi, j'ai pas trop regardé ce côté de la salle. La semaine dernière, j'étais à une rencontre, des journées d'études organisées autour de la conservation de la biodiversité. Et alors, comment ça s'appelait ces journées d'études ? Ah oui, ça s'appelait Conservation en mouvement. Voilà. Donc on s'intéressait en fait à des initiatives de conservation de la biodiversité, mais qui révèlent un souci un souci pour une biodiversité en mouvement. Donc c'était à ce titre-là que j'étais invitée et j'ai décliné mes histoires de semences paysannes et de biodiversité liées au fromage au lait cru. Et en fait, un des intervenants, une des personnes qui était venue pour faire une vraie conférence était Bram Buescher, donc, qui est un anthropologue hollandais, et qui est venu présenter ses propositions pour une nouvelle conservation de la biodiversité, une nouvelle conservation de l'environnement. Et l'intitulé de son intervention et de son ouvrage à paraître, il va y avoir une traduction en français, était pour une conservation conviviale. Voilà, donc ça fait vraiment écho avec ce qu'on discute ici. Et dans la conservation conviviale, en fait, il propose en fait de ne pas conserver la nature comme quelque chose d'extérieur, mais de célébrer finalement des relations harmonieuses entre les humains et les non-humains. Il propose des formes de conservation qui ne seraient pas imposées par le dessus, mais qui émaneraient plutôt d'initiatives et de pratiques spontanées, en fait, auto-organisées. Et il propose aussi voilà, c'est pas exhaustif, faut revoir ce qu'il présente, mais il propose aussi de remettre en cause des sortes de hiérarchies de savoir, et notamment la position d'experts des scientifiques qui diraient ce qu'il faut faire, mais aussi de remettre à jour des collaborations entre des mouvements sociaux et les scientifiques qui les accompagnent. Voilà, et donc je me suis complètement retrouvée dans cette proposition, et je pense que ça peut en tout cas prolonger les débats aujourd'hui autour des paysages alimentaires conviviaux. Merci. Juste pour finir, je connais bien le travail de ce chercheur. Ce qui est intéressant aussi dans son approche de la conservation, c'est qu'il appelle à promouvoir la conservation, mais par le bas. Mais ce promouvoir c'est pas une promotion économique. Ça peut être économique, mais aussi un peu plus slow, non ? Donc c'est très intéressant. C'est aussi une recherche d'équilibre entre une nouvelle coalition politique. C'est intéressant. Julie Lou. Oui, moi ça m'évoque deux
deux faits que je constate dans mon troupeau et que je trouverais intéressant de développer parce que je gère mon troupeau un petit peu comme un éleveur lambda, enfin une question générationnelle de sélection de bêtes, etc. Mais en fait, si je pouvais, par exemple, collaborer avec des éthologues qui prendraient le temps d'observer certaines choses, certaines pistes que je vois, moi, j'ai pas le temps de mettre un drone, de mettre des dossards à des moutons, de voir qui est copain avec qui. Enfin, voilà, c'est des questions qui m'intéressent, mais je sais qu'il faudrait un peu de technologie pour pouvoir percer ces mystères et ces intuitions que nous, bergers, éleveurs, on a sur le terrain avec nos animaux. Mais il y a deux choses. Je me disais, est-ce que je pourrais ne consommer que la viande d'animaux qui, en situation de prédation, se sacrifient pour le troupeau? Moi, je crois que ça serait la viande la plus éthique du monde. C'est-à-dire que c'est en gros les animaux qui ont choisi que c'était eux qui devaient disparaître aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, pour le lait, pareil, j'ai certaines brebis qui ont des comportements, alors juste avec moi, hein, où elles écartent la jambe pour me signifier que je peux leur prendre du lait. Et elles sont dans le don de lait, et je ne suis pas en train de les forcer à la traite, en fait. Le mot est très bien trouvé. Mais du coup, il suffit que je leur fasse renifler le biberon, parce que souvent c'est pour complémenter un petit qui est pas bien. Et là, hop, il y a la brebis, elle se pose, j'ai pas besoin de la tenir, de la contenir, nanana. Elle écarte sa patte, je remplis, elle me donne ce qu'elle a à me donner. Souvent, c'est un peu des radines, mais déjà le fait qu'elle ait accepté ce moment, je suis déjà pleine de gratitude. Mais voilà, et c'est des comportements, voilà, qui peuvent se passer dans ce monde animal. Et je pense que c'est comme ça qu'on a inventé toute l'exploitation qu'on connaît aujourd'hui, et que peut-être il faudrait revenir à une cogestion, voilà, une complémentarité. Et je pense que là-dessus, quand une brebis va bien, elle peut acquérir de la biodiversité dans son alimentation. Là, ça y est, il y a des articles scientifiques qui ont prouvé que le fromage d'animaux qui ont consommé, ou la viande d'ailleurs, qui ont consommé de la biodiversité naturelle, important, ils contiennent des tas d'agents qui sont bien plus nourrissants que leurs congénères qui ont mangé des concentrés et enfermés dans des stabulations. Donc là, ça y est, c'est prouvé scientifiquement, parce qu'avant, les industriels pouvaient toujours dire que « mais non, c'est exactement la même chose ». Voilà. Et donc, voilà, donc ça c'est gagné. Mais en plus, là, l'approbation des animaux dans nos pratiques, et est-ce que ça donne encore plus de valeur, est-ce que ça nous nourrit encore plus, en fait. Voilà. Ça me fait penser aussi à la notion de diplomatie, de nouvelle diplomatie développée par le philosophe Baptiste Morizot, qui propose un nouveau contrat entre humains et non-humains, donc revoir les relations pour les équilibrer, les rendre un peu plus égales et recommencer quelque part à cette place. Par exemple, là, ça me fait penser aussi lorsque Élise mentionne la lutte contre le pathogène. C'est pourquoi voir les microbes ou les choses qui sont invisibles comme quelque chose qui nous menace. Par exemple, toi, tu as déjà franchi le pas, Julie Lou, parce que tu manges des choses sans même te poser la question. Donc voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes pour revoir justement notre propre relation en vivant. Non, puis en plus, j'ai l'impression qu'on ne sait même pas les risques. Enfin, tu vois, par exemple, si là, l'autre jour, j'ai bu une bouteille d'eau qui avait trop traîné dans la voiture, mais j'avais trop soif. Donc, j'ai fait attention, je fais pas attention. Et en fait, j'ai chopé une tourista. Bon, ça a duré 2 secondes. Voilà, mon corps a réagi, très bien, ça y est, c'est passé. Est-ce que tout cet arsenal industriel, hygiéniste, etc., c'est pour nous préserver d'une malencontreuse tourista fulgurante qui dure même pas 2 heures, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi? On veut nous protéger de quoi? Et je crois qu'on ne sait même pas, pour notre propre santé, quelles seraient les conséquences de bouffer un truc pas frais, une viande un peu avariée. On ne saurait même pas les conséquences. Et puis, aussi, il y a un entraînement, évidemment, de notre microbiote qui est
et notre aussi système immunitaire qui régulièrement confronté à des petites attaques, à des petits trucs qu'il faut qu'il règle, et ben il se sent mieux parce que du coup il a un vrai rôle à jouer. Et quand il y a un vrai truc, genre je me rappelle de ma sœur qui avait mangé un œuf avec une salmonelle, et ben sa copine est partie à l'hôpital en état assez grave, et elle a fait une sorte de grosse fièvre à 40 degrés, et la demi-journée c'était fini. Donc voilà, il y a un vrai risque, je pense, puisqu'on sort d'une période hyper hygiéniste, mais il faudrait remuscler notre système immunitaire, notre micro-organisme, etc., pour pouvoir réinvestir une alimentation plus de proximité, je pense. Voilà. C'était, je ne sais pas comment réagir là-dessus, mais du point de vue un petit peu du champ de recherche dont j'ai parlé, les humanités environnementales, il y a beaucoup de mots d'ordre en fait qui sont un petit peu abstraits et qui invitent à repenser nos relations avec le vivant. Et il y a des auteurs aussi que j'ai discuté, mais qui promeuvent un tournant microbien, donc l'idée on reconstituerait des alliances avec les microbes et ce genre de choses. Moi, ce à quoi je prête attention dans mon travail de recherche, c'est à la fois de discuter ces auteurs dans l'idée d'une discussion intellectuelle et académique, parce que ça fait partie de mon travail, mais c'est aussi de m'intéresser, prêter attention à des acteurs de terrain qui sont obligés de prendre au sérieux la question du risque sanitaire. C'est-à-dire qu'un producteur, il connaît sa responsabilité, et puis, à la fois juridique et puis même sa responsabilité intime, en fait. Et donc, il est vraiment très, très... très mal en fait quand il y a des pathogènes qui viennent s'installer dans sa ferme. Il y a des choses qui peuvent être aussi des pathogènes actuellement qui sont en train d'émerger, de plus en plus connus. Les fameux, maintenant on les connaît un peu mieux, les STEC, les E. coli STEC. Donc on a entendu parler avec la crise Buitoni et c'était quoi les autres, et les Kinder. Donc voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des acteurs qui ne vont pas nier ce risque sanitaire, mais qui vont essayer de mettre en place des pratiques pour le contenir, mais différemment, c'est-à-dire sans focaliser sur le pathogène, mais plutôt sur un travail qui se veut efficace sur les équilibres microbiens. Voilà, j'avais un autre point que j'ai oublié. Bon, c'est tout. Je ne sais pas comment tu veux organiser la suite de la discussion. Non, la question du pathogène me fait penser au travail de Dorian, donc, de stockage alimentaire. Ah ouais. Juste sur le stockage, si l'idée c'est de commencer à s'envoyer des petites perches. Moi, sur le stockage, alors c'est expérience vécue. Et j'y pense d'autant plus que je m'intéresse aux relations humains-non humains. Mais il y a la question de la périssabilité des aliments et de tous les insectes qui vont venir manger tout ça. Voilà, j'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir des mythes alimentaires. Voilà, j'étais étonnée que ça n'apparaisse pas dans votre première liste. Voilà. Oui, c'est sûr que c'est une des premières... une des contraintes principales du stockeur, du bon et du mauvais stockeur. Les souris. Et donc, effectivement, il faut réussir à coupler ces pratiques avec son environnement, dont les intrus. Effectivement, en fait, sur les questions sanitaires du stockage, effectivement, ça va être une des questions majeures. Moi, ce que ça me faisait appel aussi, parce que en fait, je l'ai peut-être pas très bien précisé, mais moi, je suis inscrite en droit et changement social, et donc je m'intéresse aux politiques publiques de manière plus générale sur la question, la sécurisation des approvisionnements, mais quelque chose qu'on voit qui est très marquant, c'est que quand on parle de sécurité alimentaire,
Moi, je le pense plutôt d'accès à l'alimentation, accès nutritionnel, etc. Mais en fait, on est vraiment dans une société très hygiéniste, comme vous veniez de le soulever. Donc là, la question de la sécurité alimentaire, le terme, en tout cas sécurité alimentaire, il n'est que tourné vers la question de la sécurité de l'alimentation en termes de lutte contre les maladies, quoi. Et là, c'est d'autant plus marquant en ce moment avec les nombreuses polémiques, donc Kinder, Butoni, etc. Et peut-être pour compléter là sur mon sujet de stockage alimentaire domestique, effectivement, en fait, j'ai pas rebondi là-dessus, mais la question de tous les moyens de stocker, dont on a parlé ce matin déjà, sur la fermentation, etc. Il y a des nouvelles pratiques qui apparaissent. Là, c'est ce dont vous parliez aussi. Il y a une relation qui est assez... l'apparition de la fermentation... effectivement, on le voit de plus en plus. Moi, qui suis novice sur le sujet, je le vois dans de nombreux discours. Et donc là, un des critères aussi qu'on pourrait rajouter, c'était cette notion de réussir à stocker. C'est une des pratiques les plus faciles pour stocker, quoi. On peut dire il y a les conserves, etc. Mais la fermentation, c'est un des outils qui est à disposition des gens. Et donc voilà, moi je vais m'intéresser aussi à toutes ces méthodes, tous les outils dont on va avoir besoin, toutes les méthodes qui existent et qui apparaissent. Et en tout cas, là ce matin, c'était très intéressant de voir tous les échanges qu'il y avait sur cette technique de la fermentation, et même ce que vous disiez tout à l'heure, qui ouvre un champ intéressant à explorer. Ouais. Julie, non ? Est-ce que le public a des questions ? De relancer le débat, je vais revenir sur cette question de modification de l'imaginaire collectif, en fait, parce que vous faites référence les unes ou les autres à une société hygiéniste, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est hygiéniste par rapport à une certaine conception scientifique dans l'état actuel de la science officielle. De qu'est-ce que c'est qu'un corps en bonne santé, débarrassé des microbes qu'on sait soigner à grand renfort de médicaments très chers qui entretiennent les multinationales. Donc l'hygiénisme, ça pourrait être un nouvel hygiénisme, ce serait justement de travailler sur le renforcement naturel de nos immunités, la recherche d'un équilibre microbien ou du microbiote, etc. Voilà, donc qu'est-ce que c'est intéressant moi je me réjouis d'entendre vos discours sur l'avancée des recherches sur ces questions-là, mais maintenant il faut les faire, il faut rendre public au moins cette idée qu'il y a des démarches à faire et que ça ne concerne pas que la recherche et ça concerne chacun chez soi. Alors c'est très très bien qu'il y ait des démarches, qu'on fasse de la fermentation à la maison, etc. La conserve à la maison, moi j'en ai fait, hein, et on peut aussi se rendre malade avec des conserves maison, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment une autre démarche éducative à faire qui devrait commencer dès l'école. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ici pourrait un petit peu nous informer sur ce qui se passe au niveau effectivement de l'éducation, que ce soit en famille ou l'éducation officielle à l'école ou para-officielle, si je puis dire, au niveau des collectifs, des associations, etc. Oui, alors je ne sais pas si je vais complètement répondre à la question, mais du coup, avant, j'aimerais préciser quelque chose, qui est que dans l'idée, je pense dans les différentes idées de cette société hygiéniste, ça se joue pas du tout qu'au niveau individuel. Le problème, c'est que en fait, l'aménagement de l'espace a été fait tel que, en fait, on a retiré les animaux. Même si il y a certaines initiatives qui réintroduisent l'animal, notamment dans le milieu urbain, mais du coup,
bon, en fait, ça va bien plus loin que juste son rapport au microbiote, à comment j'ingère mes aliments à titre individuel. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un ensemble, c'est tout un écosystème qui va plutôt dans ce sens-là. Donc ça pose plein de questions, parce que du coup, à un niveau du coup individuel, collectif et sociétal, en fait, on a plutôt tendance à favoriser des pratiques qui seraient hygiénistes du coup. Donc ça veut dire que le changement va être d'autant plus compliqué. Et du coup, c'est pas pour être complètement défaitiste, mais alors je pense qu'il y a des initiatives qui existent, mais pour moi, ça reste pas la norme. En fait, je sais pas comment appeler ça, du coup, des initiatives qui luttent contre les politiques hygiénistes. Je sais pas comment dire ça, même si certainement que peut-être elles s'appellent pas, enfin elles se disent pas comme ça, mais voilà. Mais moi, typiquement, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes d'éducation et notamment avec les enfants, ce genre notamment parce que Salutaire, on est beaucoup dans les jardins, donc on va dire que c'est anti-hygiéniste aussi, puisque l'idée c'est de réintroduire notamment le lien au sol, à la terre, donc forcément que c'est pas voilà. Donc c'est anti-bétonisation, on va dire. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a justement cette politique de toujours le risque, voilà, même si on sait que le risque zéro n'existe pas, de peur qu'il y ait des contaminations, que ça soit par l'ingestion, par les sols, on sait en plus il y a la problématique de la pollution des sols dans les milieux urbains et ruraux, parce que c'est pas que dans les milieux urbains. Donc voilà, le travail du sol, de la plante, en fait, nous ce qu'on voit, c'est que souvent, de peur qu'il y ait des contaminations, on fait plutôt rien. C'est-à-dire que nous, on a travaillé par exemple à Cher, donc c'est dans le 78, sur la politique alimentaire de la ville. Donc là, il faut savoir qu'à Cher, typiquement, c'est à la sortie de la Seine, donc il y a un arrêté préfectoral depuis les années 2000 qui interdit toute culture du sol. À cause de la pollution, parce qu'en gros, à Cher, c'était la poubelle de Paris, quoi. Donc là où il y a eu des déversements, et en fait, donc, le sol est très, très pollué. Et en fait, ils ont commencé à dire, tiens, on va faire une politique pédagogique dans les écoles pour faire que les enfants cultivent. Alors bon, ils avaient le droit de cultiver pas grand-chose, mais ils cultivaient de la menthe, tout ça. Donc c'était dans des bacs hors sol. Mais ils avaient le droit de rien manger, rien cueillir. Donc en fait, bon voilà, ça reste très limité. Donc c'est plus dans le sens de, je suis pas sûre que en fait on est encore en voie d'un changement de système, quoi. Même si je pense qu'effectivement il y a des initiatives qui existent autour de ces questions-là. Oui, une des premières recommandations je ne sais même pas qui donne des règles comme ça. Par exemple, quand on fait des ateliers avec les enfants, ou même avec des adultes, hein. Recommandation suprême, ne pas toucher la terre. Voilà, il ne faut absolument pas toucher la terre. Voilà, le contact du sol. Alors pour les enfants, le risque qu'ils portent la terre à leur bouche, oula, ça c'est un truc super dangereux. C'est pire qu'une bombe nucléaire, on dirait, dans les textes. Quand on lit, ça fait vraiment flipper. Même moi, du coup, je suis là. Moi, je passe ma main avec mes mains sales. Bon, ben, voilà. Et donc, non, je voulais encore... Moi, je parle toujours de mes brebis, hein, parce qu'elles m'apprennent plein de trucs. Mais vous savez, le rapport le plus intime qu'une brebis peut vous proposer, c'est de ruminer avec elle. Donc, ce moment-là où elles se posent et elles remâchent ce qu'elles ont mangé, etc. Parce qu'il faut savoir que les ruminants ont quelque chose de magique, c'est qu'ils ont la fermentation à l'intérieur. Nous, on délègue la fermentation à l'extérieur, puis on l'avale. Et d'ailleurs, si on faisait de la fermentation à l'intérieur, je pense qu'on n'irait pas très bien. Mais du coup, eux, ils ont cette capacité quasi magique ils prennent la fermentation à l'intérieur de leur ventre. Et du coup, ils doivent régler, et ils doivent avoir un savoir-faire sur comment ils ingèrent les choses, dans quel ordre, pour que tout se passe bien dans la barrique, et que, et que les petites bactéries à l'intérieur, elles doivent sentir des choses. Elles doivent même apprendre à savoir, au goût de leur haleine, qu'est-ce qui est en train de se passer dans leur corps pour pouvoir régler 2-3 trucs. Mais il faut qu'elles aient cette capacité de régler les 2-3 trucs. Et donc, à la sieste, là, à la chôme, donc en général, là, elles acceptent que tu te roules avec elles en train de dormir et tout le monde kiffe en train de dormir et tout.
Et là, il y en a une qui vient toujours dire « Oh oui, moi je veux partager un moment avec toi ». Et elle s'approche sa bouche de mon nez. Et là, elle me sort un gros rot dans la figure. Et là, elle ferme les yeux de bonheur parce qu'elle vient de partager un truc avec moi. Là c'est... Donc au début, je dis « Bon, allez, pousse-toi, vas-y, je veux pas et tout ». Puis après, dans cette histoire de flux microbien, je me suis dit « Non, mais peut-être que c'est comme ça, c'est une espèce de politesse ovine. Il faut accepter le rot au chou-fleur. Ça a une odeur de chou-fleur vapeur, là, un peu. » Et voilà, puis du coup, je me suis dit « Mais peut-être que si j'étais un bon berger... » Eh ben, je laisserai les moutons me roter à la figure. Comme ça, je pourrais sentir si elles sont en acidose, si elles ont... Tu vois, et apprendre comme un œnologue à reconnaître les odeurs de la fermentation qui est en cours dans leur ventre. Et que je serais bien meilleure peut-être pour prévenir encore des maladies ou leur proposer d'autres choses. Enfin voilà, mais c'est une connaissance... Là, moi, du coup, je discute pas mal avec des œnologues. Il y a des œnologues qui me racontent des tas de choses. Tu vois, là, la banane acidulée, c'est comme si. Le chou-fleur, ah ben le chou-fleur, tu vois, c'est ça. Mais je connais pas encore tous les noms des microbes, mais j'aimerais bien. Tu vois, c'est un truc. Et puis, je pense que la performance artistique qu'il faudrait absolument faire et qui serait, c'est de lécher une barre de métro. Je pense que ça, c'est le truc ultime qu'un artiste pourrait faire. Ça ferait bien du buzz, quoi. Je pense que ce serait très, très... ça marquerait fortement, quoi. Voilà. Nicolas. Oui, merci. Juste une petite chose, ça fermente sacrément dans l'appareil digestif d'un humain aussi. Ah ouais. Sinon, on ne pèterait pas, ou on ne roterait pas. Et il y a un microbiote dans notre corps qui se charge de ça. Donc, c'est pas la même, mais ça fermente aussi beaucoup. Je trouve ça très intéressant, cette histoire de stockage alimentaire à domicile, enfin domestique. Et je me dis que ça serait peut-être intéressant de comparer la politique française et la politique allemande là-dessus. Parce que les Français et les Allemands ont mené en parallèle la même réflexion stratégique sur un confinement absolu. C'est comme celui qu'a connu Monrovia sur le moment d'Ebola. Pas du tout le même type de confinement que nous, c'est-à-dire un confinement absolu, on ne sort plus du tout. Et se poser la question comment on fait pour nourrir les gens dans ces situations. Et c'est intéressant de voir que ça s'est fait exactement en parallèle en même temps, de façon totalement indépendante. Ce n'est pas dans le cadre d'une réflexion européenne. Et que l'Allemagne a rendu obligatoire le stockage à domicile de quantités qui permettent aux gens de tenir le temps que l'armée s'organise ou que les dispositifs institutionnels prennent le relais, alors qu'en France, on n'a pas décidé ça. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir pourquoi on a deux politiques qui régissent la question du stockage à domicile n'ont pas pris la même voie et pourquoi. Et mon deuxième point, c'est que vous avez parlé de do it yourself et du coup, ça m'a fait penser au bouquin de Fabien Hein sur le lien qu'il y a entre le mouvement do it yourself et le mouvement punk, puisque c'est quand même le mouvement punk qui a popularisé cette idée d'autodétermination, de rupture avec les institutions et finalement de auto-produire, auto-distribuer, auto-évaluer, et donc la culture de l'auto, auto-A-U-T-O, mais au sens soi-même. Et c'est intéressant de voir effectivement do it yourself, le fait maison, le retour du fait maison, produire soi-même, chacun devrait produire soi-même, l'autonomie qui est vraiment là-dessus. Alors on a même un ministre de la souveraineté alimentaire. Hein. Est-ce que c'est si compatible que ça avec la convivialité, ce repli sur soi-même ? Et ça serait intéressant qu'on discute peut-être de ça. Moi, je me permets de réagir juste rapidement là, sur la première réflexion. Effectivement, sur le cas de l'Allemagne, qui est très spécifique, ils ont mis en place des choses depuis même 2017, en fait, sur le stockage, des obligations de stockage à domicile. J'ai la chance d'avoir un étudiant allemand en ce moment dans mon laboratoire, donc je lui ai posé la question de comment ça s'était passé, comment est-ce qu'ils avaient perçu ça à l'époque. Alors il y avait même des spots de pub. Il y en a une qui était assez cocasse, mais c'est des Allemands qui se retrouvaient en soirée, donc deux groupes d'Allemands qui se retrouvaient en soirée. D'un côté, il y avait un groupe qui était super organisé, qui avait du stockage, qui avait plein de nourriture, et l'autre, ils avaient rien. Et donc, c'était un spot pour dire, voilà, il ne faut pas attendre forcément une crise pour faire du stockage à la maison. Et en fait, moi, mon hypothèse, mais qui est totalement subjective et qui n'appartient qu'à moi, mais c'est qu'en fait, je ne suis pas sûre qu'on ait le même lien au gouvernement
non plus entre l'Allemagne et la France. Je ne suis pas si sûre que si notre gouvernement, d'autant plus actuellement, nous disait il faut que vous fassiez du stock, qu'il n'y aurait pas des révolutions anarchistes en disant bah non, surtout pas, du coup on ne le ferait pas. Et pour en avoir échangé rapidement avec Stéphane Linou, qui est expert sur ces questions-là, effectivement, il a tendance à dire qu'il faudrait que ce soit des acteurs de la société civile, en fait, pas le gouvernement qui impose ce type de démarche. Ce serait plutôt donc les pompiers, enfin tous ces services-là, plutôt qui nous donneraient ces recommandations plutôt que l'État lui-même, quoi. Mais voilà, c'est une de mes hypothèses, c'est le lien qu'on peut avoir avec nos gouvernements, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont liés à la culture, au passé. Les histoires sont différentes entre la France et l'Allemagne, et je pense qu'on a été très marqués d'une manière différente par la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des éléments à aller creuser, ouais. C'est juste, je voulais faire une remarque sur ce terme-là, do it yourself, ce qui me gêne beaucoup. Parce que je pense que c'est très pareil, ça correspond qu'à un type de catégorie sociale. C'est-à-dire, est-ce que le migrant, on estime qu'il fait du do-it-yourself? Pas sûr. Enfin, on qualifierait pas ça comme ça, et je pense que ça exclut beaucoup de pratiques, mais finalement qui reviendraient à la même chose. Donc c'était juste pour faire cette remarque-là. Oui, moi, c'était par rapport au stockage et à la convivialité. Il m'a semblé que j'avais parlé un peu de ça, mais peut-être... quand on se met à faire de la paysannerie, quand on rentre dans l'agriculture, au début, on est un peu débutant et on n'a pas confiance en soi, et ni en la nature, ni parce qu'on ne connaît pas bien. Et voilà, on connaît mieux les rayons d'un supermarché que d'un parc de 420 hectares. Donc, on n'est pas rassuré. Donc, effectivement, le stockage a un côté un peu, je flippe, donc je stocke. Donc, voilà. Et là, on est dans un stockage, je dirais, survivaliste, individualiste, effectivement. Et on ne partage pas parce que on préfère garder, parce que l'avenir, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, voilà. Mais au fur et à mesure qu'on a le savoir-faire, qu'on connaît les plantes, qu'il y a quelque chose qui se calme à l'intérieur, tu stockes beaucoup plus précisément, beaucoup... Moi, tu vois, je suis passée sur un stock, tout à l'heure tu l'as évoqué, ça m'a amusé de voir que c'était un peu un truc... des stockages de produits un peu luxueux qui rappellent... Alors, tu vois, là, nous, on a un stock de Queen Yamam, de Douarnenez, de la meilleure boulangerie de Douarnenez. On a un stock de foie gras, etc., qu'on sort une fois par saison. Voilà, c'est du stockage plaisir. Et du coup, tu m'étonnes bien que quand j'ouvre ma boîte de foie gras, je ne sais pas, pour la manger toute seule à la petite cuillère devant un film Netflix. Non, c'est vraiment, je la sors dans un repas où il y a minimum 15 personnes autour de la table, et on en prend tous une. Voilà, et le fait que je l'ai stocké, qu'il a été cherché, sourcé, etc., c'est un plaisir pour tout le monde, quoi. Voilà. Mais d'abord, il faut se rassurer, et on stocke. Et ensuite, on peut se décompresser le stockage une fois qu'on est rassuré, et on se fait confiance à soi-même sur sa capacité autonome de produire. Voilà. Oui, merci beaucoup pour les remarques. Je trouve ça très pertinent là, sur le do-it-yourself. Je l'ai mentionné un peu rapidement, mais en fait, cet engouement pour les produits fermentés, alors... on peut le voir en France, mais il est aussi très présent en Amérique du Nord. Et le pape de la défermentation maison, c'est Saint Dorcas. Et effectivement, c'est très associé à une culture hipster américaine. Et effectivement, c'est une très bonne remarque. Je pense que ce que fait le migrant iranien, on ne va pas le qualifier de do-it-yourself. Et par ailleurs, alors je ne vais pas faire du culturalisme à deux balles, mais... est-ce que ça favorise la convivialité, cette idée de l'autonomie, de faire tout à la maison, etc. Peut-être, si on rappelle le creuset très nord-américain de cette vogue pour les fermentations maison, c'est peut-être associé à un certain individualisme, ou je ne sais pas. Enfin, voilà. Après, alors moi, j'ai tiré un peu le sens du terme convivialité vers la convivialité humain-non humain. Donc c'est pour ça aussi que je le mentionnais. Et je pense que pour les personnes qui sont prises dans ces pratiques qu'ils considèrent comme nouvelles, alors qu'elles ne le sont pas, on est bien d'accord, de fermentation à la maison, il y a l'idée d'ingérer son milieu et de recréer des connexions avec un environnement, en fait, contre
un idéal d'alimentation industrielle qui aurait cassé ces liens. Donc c'est ça que je voulais dire. Après, je trouve très important. Est-ce qu'on ne va pas devenir plus attentif aux non-humains qu'aux humains? Ah, mais ça, c'est des bonnes questions. Alors, je voulais juste mentionner un autre paradoxe que je vois, en fait, et que j'ai pu observer sur un terrain de recherche que j'ai mené, au salon fromage de Slow Food, Slow Cheese. Donc, vous connaissez bien la culture Slow Food, voilà, qui a une espèce de... Au départ, en fait, de culture d'une excellence alimentaire, et puis de... Enfin, voilà, je le fais un peu rapidement. Mais j'ai assisté à une table ronde organisée où il y avait un fromager qui faisait du parmesan, qui était invité et qui le faisait. Donc là, la thématique, c'était la question des fermentations spontanées. Donc, une des causes émergentes à Slow Food, c'est de faire des fromages sans ferment ajouté. Donc voilà, ce monsieur était... invité à ce titre-là. Donc il faisait son fromage sans ajouter des ferments du commerce. Et la deuxième personne qui intervenait, c'était Sandor Katz, donc cet activiste des fermentations alimentaires. Et il y a toujours une dégustation après coup. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a mangé les fromages du producteur de parmesan et on n'a pas mangé les fromages de Sandor Katz. Et en fait, dans l'idée du do-it-yourself, de tout faire à la maison, etc., je pense qu'il y a une tension, enfin, ou en tout cas, quelque chose qu'on peut perdre au passage, c'est la question des savoir-faire. Et cette intuition, elle a été décuplée par une autre expérience où j'étais dans un colloque d'anthropologie, où alors les anthropologues de l'environnement s'emballent pour cette idée des fermentations à la maison. Et il y avait un atelier qui était organisé. Et par deux personnes qui venaient d'Europe du Nord. Alors je crois qu'elle était finlandaise, la fille. Et donc, c'était un atelier fermentation. Donc, on avait d'abord fait du pain et ensuite du fromage. Enfin, on était censé faire du fromage. Et leur recette pour faire du fromage, c'était de faire bouillir du lait et ensuite verser du citron ou de l'acide ou je sais pas quoi. Et alors, moi, j'étais complètement atterrée. Je revenais du reblochon, où tous les gars, ils ont des cultes... une sensibilité au microbiote, à la gestion des flux microbiens, etc. Et je disais, mais c'est pas du fromage, il n'y a pas de microbes, il n'y a même pas de fermentation, vous avez juste fait cailler du lait, quoi. Et voilà, je me suis dit, bon, avec l'idée de tout faire soi-même, et voilà, parfois dans une idée un petit peu, un idéal politique de remettre en question l'alimentation transformée, les produits préparés, parfois on oublie les bases, et ne serait-ce que la question du savoir-faire, c'est comment on fait les choses, en fait. Aussi, par exemple, pour revenir au repli sur soi, le do-it-yourself, bien sûr, tu mentionnes les PANC, ces mouvements d'autonomie, d'autarcie parfois, mais on voit quand même que dans le langage de l'alimentation, il y a quand même beaucoup de dimensions qui appellent aussi, qui sont à la fois ouvertes, mais aussi une dimension de repli. Par exemple, le local. Le local, comme je vous disais, qu'est-ce que c'est le local? Et qu'on se focalise trop sur le local, comment on envisage le non-local. Le patrimoine, non? Qu'on revendique un patrimoine, quelque chose qui est à nous, mais pas aux autres. La même notion de terroir, on verra ça demain, patrimoine et terroir, par exemple. Et voilà, donc je pense que oui, il y a quand même une dimension. Ce sont des processus et des mécanismes qui aussi sont faits pour créer communauté, mais pour poser frontières autrement. Pour créer communauté, forcément, poser frontières, donc il faudrait l'analyser en prenant en compte les échelles et les motivations, les motivations politiques derrière. Et je vais laisser la parole à Fabio qui voulait intervenir et qui est auteur d'un livre Gastronativisme, donc c'est tout à fait dans la... Merci. Pardon. J'arrive des États-Unis, donc je pensais un peu à ce que tu disais. Il y a tout un mouvement, je ne sais pas comment on dit en français, survivalisme. Donc c'est des gens qui pensent que de toute façon la société va s'effondrer bientôt, et si on n'élige pas Trump, c'est bien sûr ce qui va se passer. Mais du point de vue de l'alimentation, c'est intéressant parce qu'ils font du stockage, des quantités incroyables, mais ce n'est pas do it yourself. C'est toujours des produits industriels, et très souvent, ils paient des gens pour organiser leur stockage. Et c'est tout en fonction de la fin de la convivialité, en fait.
c'est la fin de la société. Donc c'est pour cela qu'il faut faire le stockage, c'est pour cela qu'il faut faire le do-it-yourself. Mais par exemple, ils ne fermentent pas, ils ne préparent pas des produits alimentaires eux-mêmes parce que on ne sait pas trop. C'est pas leur style, c'est pas hipster. Justement, aux États-Unis, il y a cette sensation de fermentation comme expérience hipster. Donc, il y a des dimensions très différentes. Et aussi, je fais de la recherche en Pologne, et là, il y a des contradictions incroyables parce que les fermentations sont des techniques que les grands-mères font normalement dans leur cuisine, et ils les envoient aux enfants dans des boîtes słoiki. Et les gens à Varsovie font partie de ce mouvement hipster de fermentation. Donc parfois, ils n'apprécient pas les fermentations qui arrivent de la grand-mère, mais ils aiment bien aller dans le restaurant d'Alex Baron qui fait les fermentations de façon expérimentale, un peu à la Sandor. Donc il y a c'est vraiment aussi contextuel de certaines façons. J'étais très intéressé d'écouter ce qui arrive ici en France. C'est un commentaire, mais sur un point que je dois approfondir. Mais on a récemment attiré mon attention sur le fait que dans les pays du Nord, il y a plus un attrait pour des fermentations rapides, assez acides, et dans les pays du Sud, plus des fermentations longues, lentes et plus aromatiques. Et je me dis, dans cet engouement pour les fermentations, hipster pour aller vite et un peu citadine, hein, enfin, c'est plutôt une culture urbaine. Enfin voilà, vous avez souligné le décalage qu'il peut y avoir entre les cultures rurales un peu traditionnelles et puis ce mouvement plus urbain. Il y a peut-être des questions de goût qui sont liées aux formes et aux natures de fermentation, longues ou lentes. J'ai pas exploré cette question-là. Pour répondre à la question du risque de repli sur soi, du do-it-yourself ou du manque de convivialité, dans le sens inverse, traditionnellement, quand on avait un potager ou quand on élevait des bêtes chez soi, etc., c'était pas chacun se fait son plant de pommes de terre, s'élève sa poule, etc. C'était forcément dans le cadre, dans les milieux ruraux, c'était dans le cadre de la famille et de la famille élargie, parce qu'il y avait souvent 3 générations qui vivaient sous le même toit. Et je pense qu'il faut peut-être être attentif à la résurgence des communs qui vont dans ce sens. Alors évidemment, est-ce que la limite du commun qui permet d'être autonome, mieux nourri, plus heureux, etc. Est-ce que la limite du commun, c'est le champ, c'est la cité, c'est le territoire, et de quelle dimension, etc. Je crois qu'il y a quand même... Enfin, ce qui fait l'opposition entre la production industrielle et le do-it-yourself, c'est avant tout une question d'échelle, finalement. Mais juste un petit point là-dessus, je pense à la thèse de Marion Tarret, THA20Y, qui a travaillé sur l'effet de la pratique des jardins partagés à Montpellier. Et c'est intéressant parce que ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une énorme liste d'attente de gens qui veulent aller en jardin partagé. Il n'y a pas assez d'espace pour ça. Et puis, il y a, une fois que les gens sont dans le jardin partagé, un incroyable turnover. C'est-à-dire qu'en fait, les gens restent finalement assez peu de temps parce qu'ils finissent par trouver que finalement, le fait de le faire en partagé, c'est très contraignant.
Et ça posait tas de problèmes. Alors, machin aurait dû arroser, mais il n'a pas arrosé. Alors voilà, les tomates maintenant, elles sont toutes... il y a un bout sec, là, ça va pas... Bon. Et donc, la demande maintenant se reporte vers les jardins familiaux, c'est-à-dire des jardins dans lesquels on est... pas propriétaire, mais on est seul gestionnaire de son bout. Et c'est intéressant, je pense, de regarder cette tension qu'il y a entre une aspiration à de l'insertion sociale via le jardin, et en même temps aussi, on voit des pratiques d'autonomisation de la responsabilité de sa parcelle. Alors oui, c'est sympa de les avoir les unes à côté des autres parce qu'effectivement, on fait des apéros avec les copains le vendredi soir ou le samedi soir quand on est venu arroser. Mais je pense que c'est intéressant de travailler sérieusement cette tension entre un repli sur soi, et moi je trouve qu'on a eu pendant le confinement les deux mouvements, à la fois du repli sur soi et du repli, presque un confinement même d'idées, hein, et en même temps une ouverture de solidarité des citoyens. On a vu que se sont multipliés des tas de solidarité citoyenne hors des associations justement, mais qui sont révélatrices des nouvelles façons de s'engager dans la société et de faire le parallèle avec l'évolution de l'engagement citoyen et l'évolution des solidarités citoyennes, indépendamment de la question alimentaire. C'est très intéressant de voir qu'on tend quand même vers une certaine méfiance de l'institution, méfiance de la contrainte qu'impose l'institution, à laquelle on adhère, et puis après c'est compliqué d'en sortir, et de voir à quel point maintenant aussi on est dans des solidarités un peu... quand ça m'arrange, c'est temporaire, alors ça a un intérêt, mais en même temps on voit aussi qu'il y a plein de gens qui se sont engagés, puis qui se sont désengagés, et qui veulent garder cette liberté individuelle dans la relation aux autres. Donc je pense qu'il faut repenser cette question de la convivialité autrement qu'il y a 15-20 ans, quoi. Dans un nouveau contexte plus différent. Ça te va si je commence? Oui, bah, du coup, je réagis sur les jardins. J'ose dire ça pour avoir assisté à la soutenance de Marion-Thérèse, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à un certain type de jardin. Et nous, c'est marrant parce qu'à Salutaire, ce qu'elle disait dans sa thèse, c'est pas du tout ce qu'on observe sur le terrain. On s'est dit, ah tiens, c'est marrant. Et ce qu'on a compris du coup de sa thèse, c'est qu'en fait, elle s'est intéressée à des jardins partagés, surtout avec des catégories socio-professionnelles élevées. Et nous, c'est pas forcément les jardins partagés qu'on accompagne. Donc, je pense que c'était ça un des éléments. Et nous, justement, ce qu'on voit, d'ailleurs, c'est ça qu'on dit quand on fait du jardin partagé. C'est partager, ça ne veut pas dire qu'on fait tout ensemble. On peut avoir des jardins partagés où chacun a sa parcelle individuelle. En revanche, on partage la gestion de l'eau. Ça peut être la gestion des outils. On a un règlement qui nous relie. Bon, voilà, en fait, ça peut être ça. Et effectivement, par contre, il y a une envie d'aller vers le jardin familial, où c'est plutôt la parcelle individuelle. Ça, on le remarque beaucoup quand c'est plutôt des personnes en situation de précarité. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin de la parcelle, on n'est pas dans le jardin... Alors, c'est très hybride, et en fait, il y a une multiplicité de configurations. Mais on va dire que la motivation première des personnes en situation de précarité quand elles viennent jardiner, c'est pas pour faire copain-copain, c'est pas pour connaître ses voisins, c'est pour cultiver, parce qu'en fait, eux, les légumes, ils vont pouvoir les utiliser. C'est un gain sur des produits qu'ils n'auront pas achetés après. Donc ça, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne viennent pas pour... mais en fait, il y a aussi une diversité des profils. C'est vrai que du coup, l'élément qui a rajouté, je pense que c'est sur les jardins, effectivement, il y a un travail à faire, et c'est souvent négligé par les collectivités lorsqu'elles mettent en place des jardins, c'est qu'elles négligent la partie animation du jardin, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression qu'une fois que les gens ont leur parcelle, c'est bon, c'est fini. Et parfois, il y a des associations qui se créent, mais il y a tout un travail à faire. Parfois, il faut former les habitants à jardiner, ou ils peuvent se former entre eux. Mais en fait, il y a tous ces éléments-là, et qui fait qu'effectivement, parfois, les jardins périclitent parce qu'on a l'impression que, en fait, à part l'été où on peut cultiver des tomates et des courgettes, les jardins, ils ne sont pas exploités en hiver, par exemple. Enfin, moins.
c'est rare. Or, en fait, on sait que c'est possible. Et tout ça, en fait, c'est des choses à travailler. Et ça demande d'accompagner les habitants, par exemple, quand on crée des jardins. Et notamment aussi, nous, par exemple, à Salutaire, justement, et dans la vidéo, c'est mon collègue, du coup, Mehdi, qui en parle, sur tout ce travail-là qu'on fait sur la convivialité. C'est pas juste « Ah, c'est super, on va tous partager des repas autour d'un barbecue dans le jardin ». C'est aussi... travailler sur le règlement intérieur du jardin, en fait, qui a le droit de rentrer, est-ce qu'on le laisse ouvert, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'on a le droit de venir avec nos enfants, est-ce que les chiens, voilà, enfin, toutes ces questions-là qui peuvent paraître un peu triviales, mais en fait qui sont essentielles un peu au bien vivre ensemble, en fait, et qui évitent surtout des tensions futures. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur le repli parcellaire dans les initiatives de jardins partagés, jardins ouvriers. Jardin ouvrier, c'est tout simplement un jardin d'un HLM et qui est loué pour pas cher et souvent qui a investi. Et monsieur, quand il s'est disputé avec madame, va dormir dans le jardin, mais ça c'est interdit par le règlement. Donc voilà, on le cache. Et puis on a Jean-Paul, le voisin, qui était bourré, il va dormir, il va décuver dans le jardin. Et ça aussi c'est interdit. Enfin bon, bref. Et du coup, on se rend compte. Et puis je te vole le truc, le motoculteur qui a disparu. Et donc on sait que c'est machin qui est 3 parcelles plus loin. Enfin, quand on va regarder un peu dans le détail de ce qui se passe, moi je le vois dans les jardins familiaux de Seine-Saint-Denis qui des fois ont plus de 100 ans. Waouh, c'est un paquet de faits divers, mais pas du tout. Et c'est comme si parce qu'on mettait une barrière entre 2 personnes, pouf, ça autorise toutes les guerres possibles et imaginables. Donc moi je suis assez dubitative sur les jardins familiaux, les jardins partagés, ça pose exactement ce que tu disais, le problème des valeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un collectif et que tu dois gérer du vivant, que ce soit, alors moi je compare souvent une ferme à un hôpital, voilà, avec une équipe d'infirmières, médecins, tout ça. Et puis la ferme, c'est un peu pareil, c'est une équipe qui s'occupe de vivants, 24/24. Et les pires disputes qu'on a eues dans notre collectif, c'était sur des histoires, mais complètement débiles. Moi, par exemple, qui suis plutôt anti-antibiotiques, je ne savais pas que ma chère cofondatrice, qui était ma grande amie à l'époque, mais on s'est mis sur la figure cette histoire d'antibiotiques. Je ne pouvais même pas imaginer qu'elle y pensait, elle. Moi, je voulais bien que ça soit une solution à court terme pour pallier la crise qu'on était en train de vivre dans le troupeau, mais de là à l'instituer et appliquer les recommandations des vétérinaires d'un traitement antibiotique préventif tous les 15 jours, non, elle était OK. Donc je te dis pas les réunions qu'on a fait, et ça s'est mal fini, quoi. Enfin, psychothérapie de groupe, tu vois. Là, on est sur le vivre ensemble, sur comment on fait des règles de société, comment on se met d'accord sur les mêmes valeurs, l'analyse du monde aussi, finalement, pour établir des règles. Waouh, c'est très, très... c'est vertigineux, hein. On refait la société, là, dans ces cas-là. Voilà, c'est très intéressant. Et juste, je voulais, pardon, parce que j'y pense, par rapport à la question du repli, et les jardins sont souvent un bon exemple pour ça, c'est qu'à l'inverse aussi, parfois, ça va sur des recherches d'identité, de reconnecter parfois à ses identités, à son... Alors, je vais utiliser le terme de matrimoine, du coup, de matrimoine culinaire, puisque c'est souvent le cas en plus. Mais nous, par exemple, dans les jardins, ce qu'on voit souvent, c'est... on travaille beaucoup donc, en quartier politique de la ville, donc où il y a des quartiers où il y a une immigration qui peut être assez forte et où il y a un multiculturalisme assez important. Et on voit souvent que pour faire venir des personnes en situation de précarité dans les jardins, l'argument premier, effectivement, c'est on leur dit pas venez dans le jardin partagé, vous allez avoir votre parcelle. Ça, c'est là où on joue, c'est-à-dire vous allez pouvoir cultiver vos propres légumes et vous allez surtout pouvoir cultiver ce que vous avez envie de cultiver et ce que vous ne trouvez pas dans votre paysage alimentaire, justement, parfois.
là, ils viennent aussi, et dans les jardins familiaux sont souvent très intéressants à regarder, ou jardins ouvriers, mais surtout jardins familiaux, mais dans les jardins à partager. Comme parfois, on dit quand on se promène dans les jardins familiaux, on peut reconnaître les origines ethniques d'une personne par rapport à la façon dont elle va cultiver son jardin. Donc voilà, c'est plutôt telle façon de cultiver, telle façon d'exploiter, le type de légumes par exemple, en fait, ça va être ça. Donc ça se joue, de toute façon, c'est toujours je pense une tension du coup entre cette idée de, c'était un peu la différence entre faire communauté, le communautarisme. Nous, on adore ce genre de mots en France qui posent problème. Donc, s'il n'y a plus de questions, donc on va fermer cette session. On voit bien que la convivialité donne beaucoup de place à différentes représentations. C'est plus du tout l'idée d'être tous contents, tous heureux autour d'une table. C'est très politique, c'est très ambivalent aussi. C'est une notion à apprivoiser, à décortiquer, et aussi en connexion avec les paysages alimentaires. Donc, maintenant, je vous remercie à tous pour votre participation, l'enthousiasme, le partage. Et maintenant, on va passer à faire une performance pour faire des boules de riz glutineux. C'est une séance qui sera animée par Joanna Wong, qui est une artiste qui nous attend en bas. Elle va animer cette session. Mais pour cela, il faudrait, comme on va travailler avec des aliments, on vous invite à tous, en fait, non, pas des gants, juste à laver les mains, en fait. Ici, il y a une toilette ici au 2e étage.